Bien, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du webinaire Flash Marché, donc organisé par Force Patrimoine en partenariat avec Mahaka et de nombreux acteurs de la finance aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle thématique et puis pour ce nouveau décryptage de l'actualité économique internationale. Actualité de Force Patrimoine, c'est donc prochainement un- une formation en distanciel sur le démembrement de propriété. Donc sur trois demi-journées, on va essayer d'aborder les différents thèmes du démembrement détenus en direct, détenus par une société. Donc vraiment toutes les approches et tous les thèmes du démembrement par les personnes physiques, par les sociétés, donc 17, 18 et 24 juin prochains avec Maître Blanc qui va intervenir. Nos invités du jour, donc du monde de la finance, je vais laisser le maître de cérémonie de ce jour, Claude Guillermas, nous les présenter et bon webinaire à tous. À très vite. Merci Frédéric, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je remplace au Pelvier Jean-Marc qui avait un empêchement. Donc je vous présente les intervenants du jour. Alors nous sommes accompagnés aujourd'hui de Bastien Dru, donc, qui est économiste chez CPR, responsable de Bonjour. la stratégie donc chez CPR, société de gestion filiale d'Amundi, qui nous fera un point détaillé donc, sur ce qui se passe aujourd'hui en matière économique et il y a des choses à dire. Il y a également Christophe Fernandez qui représente Fidelity, donc qui a l'habitude aussi de ces webinaires. Nous avons un petit nouveau Johan Meyer qui représente H2O Asset Management. Et bien entendu, les habitués aussi, Yufeng pour Evans Board et Pierre-Yves Ditlot, pardon, pour le point sur les crypto-monnaies. Donc, je vais laisser la parole, puisque c'est un peu l'objectif, à Bastien, qui va nous donc parcourir en détail ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés et en matière économique. Et encore une fois, c'est vrai que d'un mois sur l'autre, on a plein de choses à vous raconter. Voilà, bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bastien Dreux. Je vais vous faire un petit point macro. Donc, comme dit Claude, d'un mois sur l'autre, tout peut changer, notamment avec l'administration Trump. Donc, là, j'ai juste mis un slide ici pour reposer le cadre, hein, parce que on est tellement. Et l'une des difficultés actuellement, c'est qu'on est tellement le nez dans le guidon que c'est assez facile d'être perdu finalement dans toutes les annonces, toutes les annulations d'annonces qu'il peut y avoir. Le cadre économique mondial, hein, c'est celui d'une croissance qui est faible. Donc, on n'est pas dans une phase de récession, hein, mais on a une croissance faible un peu partout. J'aime bien faire le graphique qu'on a à gauche ici. On fait la moyenne des principaux indicateurs avancés des États-Unis, en Chine et en zone euro. C'est les PMI composite ou ISM composite pour les États-Unis. Quand on est au-dessus de 50, c'est expansion, en dessous, c'est contraction. Et vous voyez que pour les trois grandes zones, en moyenne, on est aux alentours de 50. Et même avec le chiffre qui est sorti hier, on est même très légèrement en dessous de 50. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait lors de la grande crise financière ou la crise Covid. Néanmoins, c'est clairement en dessous d'une phase d'expansion économique classique, comme on a pu connaître sur le cycle entre 2010 et 2019, par exemple. Donc, une croissance qui est faible. Et puis, on l'a vu encore cette semaine avec l'OCDE, des prévisions de croissance mondiale qui ont été revues à la baisse à 2,8. Alors 2,8, ça peut paraître important, mais bon, c'est l'un des chiffres les plus faibles de ces 30 dernières années si on accepte finalement la crise Covid et la grande crise financière. Alors ça, c'est très lié à ce qu'on voit sur le slide d'après. La guerre commerciale, donc on a eu des annonces qui ont été un peu dans tous les sens.
quand on regarde ce qui est appliqué, et là, c'est ce qu'on a représenté sur ces deux graphiques-là, il se passe quand même des choses. Là, c'est les droits, sur le graphique de gauche ici, c'est les droits de douane qui ont été collectés. Donc, c'est vraiment ce qui a été réalisé par les États-Unis sur les mois d'avril et de mai. On voit que les droits de douane ont quand même très fortement augmenté, avec aux alentours de 22 à 23 milliards sur le mois de mai. Quand on regarde ce que ça représente en droits de douane effectifs, sur le graphique de droite, ça fait qu'aujourd'hui, les droits de douane effectifs moyens, on pourrait dire, sur toutes les importations américaines, avant le retour de Trump, on était à 2,5%. Là, on vient de repasser au-dessus de 8%. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est le plus haut niveau depuis les années 60, donc c'est normal, quand même assez loin dans le temps, mais en même temps, c'est nettement moins que ce qu'on aurait pu attendre avec toutes les annonces qu'il y a pu y avoir, parce que toutes les annonces, c'est les droits de douane réciproques qui avaient été annoncés lors du Liberation Day, c'était 10 points de plus pour tous les pays du monde, et après, il y avait les droits de douane sectoriels, donc les 25 points de plus sur les voitures, sur les pièces détachées, sur l'acier et l'aluminium, sur ce graphique, c'était que jusqu'à 25 points. Depuis hier, c'est jusqu'à 50 points. Et donc, on a quand même quelque chose qui est une remontée des droits de douane effectifs qui est nettement moins fort que ce qu'on aurait pu craindre, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas encore dans les chiffres durs. On ne voit pas une dégradation des chiffres durs qui concernent les mois d'avril et de mai. Et ça devrait probablement peut-être arriver sur les mois de juin et juillet, mais ça sera publié donc avec un peu de retard finalement par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper, quoi. Donc tout ça, ça fait que ces droits de douane-là, ça devrait augmenter les prix aux États-Unis de 1%, donc un surplus d'inflation de 1 point. Après, c'est une hausse de l'inflation qui est temporaire. Et c'est en tout cas la vue de la Fed pour l'instant, c'est que cette augmentation de l'inflation, elle serait temporaire. Alors, si on voit sur le slide d'après, ça perturbe cette histoire de droits de douane, ça perturbe mais complètement les chiffres. Les chiffres économiques, que ce soit des enquêtes ou les chiffres durs, sont beaucoup plus difficiles à lire que d'habitude. Et ça se voit bien sur le graphique de gauche ici. Sur le graphique de gauche, on a le déficit commercial américain, le solde commercial américain, qui est toujours en négatif. Le déficit commercial, il a explosé sur janvier, février, mars, en anticipation de la hausse des droits de douane. Donc, on avait eu le plus haut niveau historique. Le déficit commercial, il était à 162 milliards pour les États-Unis sur le mois de mars. Et à partir du moment où les droits de douane sont rentrés en application en avril, le déficit commercial était quasiment divisé par 2 entre mars et avril. Et ça joue énormément sur les chiffres de croissance parce que quand on fait le calcul de la croissance du PIB, rappelez-vous, dans les cours qu'on a tous eus à la fac et autres, en fait, on a une baisse de la croissance quand on a une augmentation du déficit commercial et on a une augmentation de la croissance quand on a une résorption du déficit commercial. C'est pour ça qu'on a eu un chiffre de croissance qui a été négatif sur le premier trimestre à cause de cette explosion du déficit commercial et qu'on aura probablement un chiffre de croissance assez fort sur le T2, c'est ce qu'on met sur le graphique de droite, c'est le no-cast de la Fed d'Atlanta, ça met quasiment 4% de croissance sur le T2, et c'est vraiment parce qu'on a cette résorption très très forte du déficit commercial. Alors après, ça fait que les chiffres sont difficiles à lire. On pourrait dire la même chose, par exemple, avec les ventes de voitures. Les ventes de voitures, elles ont été super fortes aux États-Unis sur le mois de mars, par exemple, encore une fois en anticipation des droits de douane. Et puis là, on a eu hier le chiffre de mai et on a un retour sur terre. Tout ça vient perturber les chiffres de consommation. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que la consommation des ménages depuis le début de l'année, elle reste assez morose finalement, parce qu'il y a cette très forte incertitude qui est liée à la politique commerciale, et on a des ménages qui hésitent vraiment à se lancer dans des achats, sauf pour les voitures. Là, on a pu voir qu'il y a eu des hauts et des bas sur les derniers mois, quoi. Alors, sur le slide suivant, là, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué.
le comportement de Trump lui-même. Il y a eu des annonces de droits de douane, des annonces de droits de douane qui ont été sectorielles. Il y a eu donc, si on résume, l'acier, l'aluminium, les voitures. Il y a eu aussi des droits de douane spécifiques pays. Donc là, c'est ce qui a été annoncé lors du Liberation Day. Ensuite, il y a eu des exemptions d'une partie, enfin, il y a eu une pause, pardon, d'une partie des droits de douane réciproques pour 90 jours. Donc déjà, tout ça, c'est assez... voilà, il y a beaucoup d'allers et retours et qui impactent beaucoup les marchés financiers, comme on va le voir sur les slides suivants. Mais à cette incertitude qui est liée tout simplement au comportement de Trump, on a une nouvelle incertitude. La Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Bon, voilà. Donc, je continue. Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il y a une nouvelle incertitude qui est liée finalement, qui est juridique, parce qu'il y a la Cour du commerce international aux États-Unis, c'est une cour américaine en fait, qui a jugé que finalement Trump avait outrepassé ses droits avec les droits de douane réciproques, les droits de douane qui avaient été donc appliqués à tous les pays, et les droits de douane qu'il avait justifiés par la lutte contre le trafic de fentanyl, donc c'est les droits de douane spécifiques qu'il avait mis sur le Canada, Mexique et la Chine. Donc cette cour a dit que ces deux droits de douane, donc les droits de douane réciproques et contre le fentanyl, n'étaient pas légitimes. Pourquoi? Parce que pour les droits de douane réciproques, la Cour a dit il existe d'autres instruments à mettre en place quand on veut comment dire, lutter contre une crise de balance de paiement, enfin tout simplement quand le déficit commercial en général est trop élevé. Il y a d'autres instruments qui existent, donc notamment ce qu'on appelle la section 122, j'ai écrit ici dans les slides, qui permet de relever les droits de douane de 15 points contre tous les pays du monde pendant 150 jours. Donc là, la Cour dit, s'il y a vraiment un problème de déficit commercial trop élevé, vous devez utiliser cette section-là en priorité et pas mettre des droits de douane un peu aléatoires sur les différents pays. Donc ça, c'est la première chose. Puis ensuite, les droits de douane fentanyl, finalement, normalement, la disposition que vous utilisez, elle peut être justifiée, mais il faut essayer vraiment de s'attaquer à la racine du problème du trafic de drogue, et ce n'est pas en mettant des droits de douane sur tous les produits, sur de larges quantités de biens divers, qu'on va résoudre ce problème de trafic de drogue aux États-Unis. Donc pour ces deux droits de douane-là, la Cour a dit ça n'est pas adapté. Donc, ces droits de douane ont été suspendus, et ensuite, cette suspension a été elle-même suspendue par une cour d'appel et qui doit déterminer le fond de l'affaire avant le 9 juin, donc lundi prochain. Donc, il y a une incertitude sur l'incertitude, donc c'est assez compliqué. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la guerre commerciale, et on l'a bien vu sur les derniers jours. Parce que là, comme ça a un peu énervé Donald Trump, il a dit écoutez, là, si je n'ai pas le droit de faire ça, je vais y aller très fort sur d'autres choses que j'ai le droit de faire. Donc, les droits de douane sectoriels, il a la légitimité pour le faire. Enfin, le président américain, quel qu'il soit, a la légitimité de le faire. Donc là, pour l'instant, on avait donc les voitures, l'acier et l'aluminium, et on a vu qu'il s'est énervé cette semaine en mettant des droits de douane à 50% sur l'acier et l'aluminium. Bientôt, il y aura d'autres produits. Il y aura les produits pharmaceutiques, ça va arriver. Le cuivre, ça va arriver. Les semi-conducteurs, ça va arriver. Donc ensuite, les camions, les matières premières critiques, l'aviation. Là-dessus, les enquêtes de l'administration sont en cours pour déterminer la légitimité du président à le faire. Ça va arriver parce que l'administration est américaine et républicaine, et donc Trump va relever les droits de douane sur tous ces produits, et s'il n'a pas le droit de le faire contre tous les pays du monde de façon indiscriminée, il fera des droits de douane sectoriels. Donc ça n'est clairement pas la fin de la guerre commerciale, et on va encore avoir beaucoup d'incertitudes sur le sujet sur les semaines qui arrivent. Alors sur le slide suivant,
Merci beaucoup. On voit, hein, et c'est très clair que cette guerre commerciale, finalement, elle joue énormément sur les marchés. J'ai mis marché actions américain à gauche et marché de taux à droite. À partir de fin février, quand Trump avait confirmé les droits de douane automobiles, c'était la première jambe de baisse des marchés actions. Ensuite, le Liberation Day, deuxième jambe de baisse des marchés actions. Puis ensuite, il y a Trump qui rétropédale avec la pause sur la douane réciproque. Ça, c'était vers le 9 avril, si je ne dis pas de bêtises, 9-10 avril. Puis la désescalade avec la Chine. Là, c'était des jambes de hausse des marchés actions. Donc, les marchés, finalement, américains sont revenus à peu près là où ils étaient en début d'année. Enfin, en tout cas, avant le déclenchement de la guerre commerciale, on va dire sur le mois de février. Donc, on y est à peu près revenu. Sur les marchés obligataires, les choses ont été un peu moins linéaires, je dirais, enfin un peu moins faciles à expliquer par la guerre commerciale. Parce que oui, les droits de douane automobiles vers fin février, ça avait fait baisser les taux. La Liberation Day, ça avait fait baisser les taux. Puis après, comme on avait eu vraiment un mouvement de risk-off qui était très fort et qui était assez général, il a commencé à y avoir des ventes forcées aussi sur les marchés obligataires. Et ça avait fait remonter les taux sur le début du mois d'avril. Et c'est notamment ça qui avait déclenché finalement le retrait, on pourrait dire, de Trump sur la deuxième partie du mois d'avril, quoi. Donc là, on a eu plutôt un trading range sur les taux américains, sur le 2 ans, sur le 10 ans. On va voir sur le 30 ans, je n'ai pas mis de slide là-dessus, mais les choses ont été moins claires parce qu'il y a eu des doutes sur finalement le déficit commercial américain. Ça, on va y revenir. En tout cas, avec des chiffres, on en parlait juste avant le début de ce call, comme des chiffres du marché du travail qui étaient hier assez mauvais. Le rapport ADP indiquait que 37 000 créations d'emplois dans le secteur privé sur le mois de mai. Donc là, ça commence à devenir concret sur le marché du travail qui commence à se dégrader sans que ce soit catastrophique. Ça, c'est plutôt des éléments qui vont amener la Fed plutôt à baisser les taux sur la deuxième partie de l'année, malgré tout, en raison de la dégradation du marché du travail qui est en train de commencer. On aura des éléments là-dessus à partir de demain, quoi. Donc, si on va sur le slide suivant, on a aussi, oui, alors ça c'est important, j'avais oublié que j'avais mis ça, le secteur tech, il est encore bon marché, ça peut paraître surprenant que je dise ça, mais le secteur tech, c'est un secteur qui américain, il avait très très bien marché sur 2023 et sur 2024. 2025, avec la guerre commerciale, c'était l'un des plus touchés. Pourquoi ? Parce que c'était l'un des premiers à liquider pour tous les investisseurs retail notamment. Donc là, du pic jusqu'au creux, je crois que ça a fait moins 23%. Enfin, pour le secteur de la tech, c'était très très difficile. Mais le rebond était très fort. Pourquoi ? Parce que l'histoire des profits, elle ne s'est pas arrêtée, quoi. On a vraiment des profits du secteur de la tech, comme on le voit sur le graphique du bas. Il y a une dichotomie tech hors tech qui est en termes de profit qui est vraiment dingue, quoi. Et ça ne s'est pas du tout arrêté. On l'a vu avec les résultats des méga caps sur les dernières semaines. Et quand on regarde les ratios de PE sur le graphique de droite, oui, on peut dire que la tech est chère parce que le PE il est aux alentours de 33. Si on prend un trading de PE, on est sur du 33 pour le secteur de la tech, mais on est nettement en dessous de ce qu'on avait sur 2023 et sur 2024, on avait des ratios de PE qui étaient à 38, 39, 40. Et il y a beaucoup de gens qui se disent finalement, c'est pas cher et on a un rebond qui est très, très spectaculaire sur le secteur de la tech, quoi. Alors, sur le slide suivant, là, je repasse encore sur autre chose. Parce que l'actualité politique, c'est quand même très lié finalement à la Big Beautiful Bill, à ce que Trump est en train de faire. Donc la Big Beautiful Bill, c'est quoi ? C'est une grande loi de baisse des impôts, mais aussi de baisse des dépenses publiques. Donc je ne vais pas tout détailler ici, parce que ça nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est assez malin, / presque vicieux, c'est que en fait toutes les baisses d'impôts, elles auraient lieu en 2026, 2027, 2028, et les baisses de dépenses, elles auraient lieu
après 2028, c'est-à-dire en 2029, quand il y aura le prochain président américain. Donc, tout est fait pour que ça arrange Trump, en fait, cette affaire. Et même si le prochain président est républicain, ben, les choses sont très compliquées pour lui. En tout cas, on a vraiment un creusement du déficit qui est extrêmement concentré sur 2026, 2027, 2028, comme on le voit sur le slide suivant. Sur le slide suivant, j'ai repris voilà, c'est le graphique qui est en haut. On voit l'effet de cette Big Beautiful Bill qui n'est pas encore passée. Hein. Pour l'instant, elle est passée à la Chambre des représentants, elle n'est pas encore passée au Sénat, c'est en cours d'étude, et il faut que les deux chambres aient le même texte. En tout cas, ce qu'on peut voir sur le graphique du haut ici, c'est que l'effet sur le déficit, il est extrêmement concentré sur 26, 27, 28 et un petit peu de 29 parce que là, c'est en année fiscale, donc voilà, mais sinon en année civile, ça ne serait pas du tout sur 2029. Et là, ça fait quand même un peu, malgré tout, peur au marché obligataire parce qu'on se dit, finalement, ça va très fortement augmenter le déficit. Quand on a un creusement du déficit de 500-600 milliards, pour dire les choses clairement, c'est 2% du PIB. À un moment où on a déjà un déficit public aux États-Unis qui est à 7% du PIB, ça fait un peu peur au marché obligataire qui se dit, bah, est-ce qu'ils vont y arriver à financer ça? Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Je reviendrai juste après. Après, dans cette Big Beautiful Bill, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, alors, si elle passe, ça peut faire peur au marché obligataire. Si elle passe pas, ça peut aussi faire peur à certains marchés de la dette, paradoxalement. Donc, ça fait peur dans tous les cas. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a le plafond de la dette qui est rentré en application au début de l'année 2025. Pour l'instant, tout le monde s'en fout parce qu'en fait, il y a encore de l'argent dans les caisses. Mais comme on le voit sur le graphique du bas, cette fois-ci, l'argent dans les caisses du Trésor, il est en train de vraiment être en chute verticale. Et il n'y aura plus d'argent dans les caisses du Trésor américain, on va dire vers mi-août. Et à partir de ce moment-là, ben, on reviendra, c'est un peu un marronnier américain. Est-ce que les États-Unis vont faire faillite sur leurs dettes, etc., vont faire défaut sur leurs dettes? On va revenir à cette question-là. Donc, si les États-Unis faisaient défaut, ça aurait des conséquences extrêmement négatives pour les marchés financiers. Ça n'arrivera pas, il y aura toujours une solution qui sera trouvée in extremis, mais on pourrait se faire peur avec le plafond de la dette pendant cet été. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et après, une autre chose qui, finalement, et qu'il faut avoir en tête, hein, qui peut impacter tout le monde, c'est un paragraphe, un petit paragraphe qui s'appelle la section 899, qui est compris dans la Big Beautiful Bill pour l'instant, et qui dit que c'est une sorte de revenge tax. C'est pour tous les pays qui mettent en place de la taxation qui pénalise de façon disproportionnée les entreprises américaines, donc typiquement les taxes numériques que la France a mises en place, que le Royaume-Uni a mis en place, que l'Allemagne va mettre en place également. Pour tous ces pays-là, eh ben, il y aura une surtaxe qui s'appliquera pour tous les investissements qui seront réalisés aux États-Unis. Donc, comme je l'avais mis ici, ça peut être par exemple des dividendes perçus sur des actions américaines, des intérêts perçus sur des obligations américaines, des profits réalisés par des filiales américaines par des entreprises non américaines. Tout ça serait surtaxé de 5 points, de 5% la première année, puis ça augmenterait de 5 points l'année d'après, jusqu'à 20%. Et ça peut encore faire très très mal. Déjà, ça peut dissuader finalement le reste du monde d'investir aux États-Unis. Ça peut faire mal au dollar, ça peut faire mal au marché obligataire aussi, voire à la bourse. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre de près. Est-ce que ça restera ou pas dans cette Big Beautiful Bill in fine? Donc sur le slide suivant, puis il faut que je surveille le temps, parce que voilà, sinon on va parler pendant des heures aussi. Pourquoi ça fait peur au marché obligataire, cette Big Beautiful Bill? C'est que la situation budgétaire américaine, elle est assez dégradée. Donc on le voit sur le graphique qui est en haut à gauche, c'est le ratio dette sur PIB aux États-Unis. Donc là, on est au-dessus de 120%. Et en fait, si on accepte l'année très particulière de 2020, du Covid, depuis la création des États-Unis, on n'a jamais vu ça. On est même au-dessus de ce qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, le graphique qui est en haut à droite, cette fois-ci, c'est le déficit budgétaire américain. Donc là, on est à 7% du PIB, ce qu'on a déjà vu, mais ce qu'on a déjà vu quand on était en période de crise, quoi. Donc, c'est-à-dire Première Guerre mondiale,
Deuxième Guerre mondiale, la crise financière de 2008, quand il y avait un chômage à 10%, et ensuite la crise Covid avec le taux de chômage qui était monté à 16-17%, je ne sais plus exactement. Et là, on est à 7% du PIB, alors que le taux de chômage est à 4,2%. C'est-à-dire qu'on n'est pas en crise économique. En revanche, on a un déficit qui est extrêmement élevé. C'est partiellement parce qu'on a des taux qui ont pas mal monté. Hein. Et en fait, là, vraiment, mon message, c'est que on est en territoire inconnu. Pour être objectif, hein, voilà, il ne faut pas se mentir, on est en territoire inconnu, on n'a jamais eu un solde budgétaire aussi dégradé sans une politique monétaire expansionniste. Parce que ce que je vous montre, la Deuxième Guerre mondiale, la Fed était en contrôle de la courbe des taux. C'est-à-dire, les taux longs, c'était un seuil, ça bougeait jamais. Donc, il n'y avait pas de risque de crise parce que de toute façon, le Trésor avait dit à la Fed, vous faites un contrôle de la courbe des taux, sinon on vous enlève votre indépendance. En 2008, la crise financière, la Fed avait baissé ses taux à zéro et fait du quantitative easing. La crise Covid de 2020, il y avait la Fed qui avait mis ses taux à zéro et fait du quantitative easing, c'est-à-dire avait racheté des titres du Trésor. Et là, on est actuellement avec un déficit élevé, une politique monétaire que la Fed elle-même qualifie de encore restrictive. Donc, on a des taux directeurs, ils sont à 4,5. Hein, et du quantitative tightening, la Fed remet sur le marché, même si c'est dans des petites proportions, des titres du Trésor. Donc en fait, on n'a jamais eu cette configuration de finances publiques très dégradées avec une politique monétaire qui est encore restrictive. Et c'est pour ça que les marchés financiers se posent des questions finalement là-dessus. Et on peut interpréter le fait que, par exemple, le taux de 30 ans, il est un peu décalé sur le mois de mai, notamment, en particulier par rapport au taux 10 ans. Ça peut être le marché qui commence à se dire, voilà, sur le long terme, on va commencer à demander une prime un peu plus élevée parce qu'on ne sait pas forcément très bien comment tout ça va être financé, comment ces déficits vont être financés, quoi. Voilà. Bon, je vais peut-être encore prendre une minute ou deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Et après, je laisserai la main parce qu'il faut que je laisse du temps de parole à tout le monde. Peut-être sur le slide suivant, je ne sais plus ce que j'avais dit. Ah oui, sur l'Europe. Donc, l'Europe, on avait des chiffres de croissance qui sont toujours un peu faibles. Donc là, on avait du plus 0,3% de croissance sur le premier trimestre. On a toujours des enquêtes PMI qui tournent aux alentours de 5 ans, c'est-à-dire une stagnation économique. En revanche, là, il y a quand même des choses qui bougent. Sur l'Europe, qu'est-ce qui bouge? C'est l'Allemagne. L'Allemagne a été endormie pendant des années, les années Merkel, donc ça remonte à très loin. Si on regarde le graphique de gauche ici, c'est l'évolution du PIB pour l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. L'Allemagne, sur 5 ans, le PIB, il a fait 0%. Il a fait juste plus 0%. C'est le pire pays du G20 depuis 5 ans avec l'Argentine. Donc, il ne s'est rien passé en Allemagne. Il y avait toujours cette idée de il ne faut pas dépenser d'argent, il ne faut pas dépenser d'argent. Donc, ils n'ont pas de dette publique, mais ils n'ont pas de croissance non plus, quoi. Donc, en fait, ça, c'est vraiment en train de changer avec le nouveau gouvernement, avec Friedrich Merz, qui lui dit, bon voilà, il faut de la croissance, il faut absolument qu'on mette de la croissance. Donc, ils ont passé des plans d'investissement qui sont maintenant assez importants, qui vont, ça ne se voit pas sur 2025, mais sur 2026, 2027, etc., ça va jouer assez positivement sur la croissance. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y ait au niveau européen une volonté d'investir beaucoup plus sur la défense. Et ça, pour une fois, l'Europe dit qu'il faut dépenser plus et les États dépensent plus. Tout simplement parce qu'on dit il y a une réforme, il y a une dérogation par rapport aux règles de Maastricht, hein, du déficit à 3% du PIB que tout le monde connaît. L'Europe a dit, voilà, au-dessus d'un certain seuil de dépenses publiques, ça ne rentrera pas en compte dans le calcul du déficit. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez dépenser un peu plus, on ne vous embêtera pas avec ça. Il y a déjà 16 pays qui ont demandé cette dérogation, 16 pays de l'Union européenne qui ont demandé cette dérogation pour pouvoir dépenser plus en termes de défense. Et là, ces dépenses de défense, ça va aussi, quand même, malgré tout, créer un peu plus de croissance en Europe sur 2026-2027. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont positives pour on va dire la croissance potentielle de l'Europe sur les années à venir. C'est un signal qui est assez positif.
Puis on aura cet après-midi la BCE qui va continuer à baisser ses taux. Donc, est-ce qu'ils vont aller plus loin que juin? Donc là, ils laissent planer un peu une incertitude là-dessus. Elle nous en dira un peu plus, Christine Lagarde, cet après-midi. En tout cas, voilà, le contexte est quand même un peu plus favorable, contrairement à ça fait longtemps que c'était très difficile pour l'Europe et d'investir sur l'Europe, mais là, on a plutôt eu des choses qui se sont améliorées, un contexte global qui s'est un peu amélioré pour l'Europe. Donc, je ne sais pas, peut-être on peut aller directement à la conclusion et je vais zapper la Chine sur laquelle il y a... Oui, slide 16, peut-être, Ouais, voilà, donc pour laisser un voilà, peu de temps à Christophe et nos exactement. camarades. Donc voilà, en gros, l'incertitude sur la guerre commerciale, elle continue avec maintenant même des problèmes juridiques qui viennent s'ajouter à l'incertitude du comportement de Donald Trump et ça va continuer d'affecter les marchés financiers. Après, les marchés ont réappris à traiter, à gérer Trump. Hein. Il y avait le fameux taco trade, hein, c'est Trump will always chicken out, hein, il va toujours se débiner entre guillemets, et donc les marchés ont monté un petit peu avec ça. Les répercussions sur l'économie américaine, ça va mettre un peu de temps à se faire sentir. On a commencé à le voir un petit peu sur le marché de l'emploi hier, on a vu un ISM service qui était en dessous de 50, mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'effondrement de l'économie américaine qui ferait que les marchés américains baisseraient beaucoup à cause de ça. La BCE en Europe va continuer à baisser ses taux. Il y a aussi l'histoire, je n'avais pas parlé, le fait que l'euro se soit apprécié en trade weighted, c'est-à-dire s'est apprécié par rapport à un panier de devises, et ça correspond à un durcissement des conditions financières. C'est une autre raison pour laquelle la BCE va baisser ses taux. Il y avait aussi le fait que les salaires ont vraiment très fortement décéléré en zone euro, et tout ça, ça fait que la BCE va continuer à baisser ses taux. Ensuite, on a une économie chinoise qui continue à tenir bon. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais on sait aussi que s'il y a vraiment des choses qui ne se passent pas très bien, il y aura une réaction des autorités chinoises, ce qui nous permet de rester relativement confiants sur cette économie-là en général, quoi. Donc, en gros, c'est pas terrible hein, sur la croissance mondiale, mais c'est pas non plus catastrophique comme on aurait pu le croire à un moment donné sur le mois d'avril. En tout cas, le Liberation Day, c'était vraiment une sidération pour les marchés financiers. Et cette sidération, elle commence à se dissiper. C'est quand même vraiment beaucoup dissipé depuis. Ouais, je m'arrête là. Merci Bastien, merci beaucoup pour ce point précis. On va donner la parole à Christophe et ensuite à Johan qui vont pouvoir compléter, je dirais, leur vue économique. Alors, ce qui sera bien avec Christophe, c'est qu'on a la vue américaine. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment différente de la vue française, mais on va voir ça avec lui. Bastien, je t'invite à rester quelques temps avec nous pour écouter Christophe et puis Johan, puis le cas échéant compléter. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, vous savez que vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions, auxquelles on sera un plaisir de vous répondre ensuite. Donc Christophe, à toi pour la vision de Fidelity sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Claude. Merci Bastien pour ce point très précis où honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire, mais peut-être mettre en perspective ce que tu as dit pour que les gens comprennent bien que, évidemment, à court terme, toute la volatilité qui est générée par Trump a quand même une vocation, c'est réindustrialiser les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, relancer l'économie et la consommation interne américaine, qui, je le rappelle, c'est 60% du PIB américain. Donc, quand on parle d'incertitude, d'inflation, évidemment, ça concerne les consommateurs américains, et les consommateurs américains qui consomment moins, ça fera moins de croissance pour le marché américain. Et on sait très bien que Trump est tout sauf un imbécile et qu'il est conscient de tout ça et que peut-être ce qu'il fait ou ce qu'il met en place, c'est très maladroit, mais il a une idée très claire et je pense qu'à terme, ça délivrera pour le marché américain, sachant qu'il y a un autre chiffre à partager aussi avec ceux qui nous écoutent, c'est que la capi américaine est détenue à 40% par les ménages américains. Donc, le marché qui baisse, la consommation qui baisse, le pouvoir d'achat qui baisse, alors qu'il a été élu par le peuple américain, je pense que ce n'était pas le plan de base. Et si on se projette un peu à long terme, d'ailleurs, Bastien l'a évoqué, la baisse des impôts sera une obligation pour redonner de la confiance et redonner de la visibilité pour les ménages américains. Donc, tout ça nous fait dire qu'en effet, à court, moyen terme, ce n'est pas forcément évident, même si, encore une fois, les marchés nous ont montré que
que ça peut baisser fortement parce que la baisse du début d'année était plus qu'une correction, c'était vraiment une mini-crise et finalement le rebond a été très très fort parce qu'on est revenu sur des marchés pratiquement flat sur le marché américain. Maintenant, ce qui nous coûte à nous, investisseurs européens, c'est surtout l'effet devise qui nous coûte aujourd'hui beaucoup et qui, selon nous, va peut-être encore un peu perdurer. Et ça arrange aussi Trump parce que ça va améliorer sa balance commerciale. Donc tout ça est fait sciemment. Donc moi, je dirais qu'il faut plutôt confiance sur le marché américain, plutôt résilient et toujours avoir cette vision long terme et ne pas investir sur le marché américain pour 3 à 6 mois parce que là, pour le coup, c'est vraiment prendre des risques très importants. L'autre chiffre, c'est la création d'emplois, comme tu l'as évoqué, qui a été annoncé largement inférieur à ce qui était attendu, qui pourra faire réagir peut-être la Fed un peu plus tôt que prévu. Et là aussi, ça pourrait être un support pour ce que veut faire, ce que veut mettre en place Trump. Donc, déréglementer aussi les banques, ça aussi, c'est un élément qui peut aussi générer beaucoup d'investissements sur le marché américain. Il a encore beaucoup il a tapé fort sur les droits de douane, mais derrière, il a quand même des éléments qui peuvent aussi relancer fortement la consommation et la confiance des ménages américains. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste sur le marché américain. Ne pas oublier que c'est le marché directeur et que si le marché américain devait corriger, même si tout ce qu'on a évoqué sur l'Europe sont des bonnes nouvelles et on le voit bien depuis le début de l'année, surtout le marché allemand. Et l'année dernière aussi, c'était le marché allemand qui soutenait le marché européen. Le marché américain doit être euh, quelque part priorisé dans les investissements de nos partenaires. Rappelez aussi une chose concernant la Chine, ça a été rapidement évoqué, mais la Chine, c'est plus de 20% sur un an glissant. C'est un marché qui rebondit. C'est le marché qui va tenir encore une fois la croissance mondiale, une fois de plus, parce que sans la Chine, il n'y a pas de croissance finalement, et encore moins cette année aux États-Unis, comme on l'a évoqué. Ça sera la Chine qui va tirer la croissance mondiale. Donc aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut penser de la Chine et de l'opacité qu'on peut avoir, nous, aux pays occidentaux, sur ce qui se passe en Chine, les Chinois sont là, reviennent, ont remis en place une certaine stabilité, ont résorbé les problématiques immobilières, une partie en tout cas très importante, et ont aussi annoncé qu'ils feraient un stimulus fiscal sur les ménages chinois, qui pourrait être aussi un élément de reprise très forte de la croissance interne du marché chinois, qui pourrait aussi donc dynamiser finalement l'économie mondiale. Donc, on est assez confiant sur les prochaines années sur la Chine, sachant que le marché chinois, malgré son rebond, est vraiment très, très peu cher en relatif au marché européen et américain. Donc, tout ça pour dire que nous, on est plutôt optimistes sur les marchés actions. Vous ne serez pas étonnés, parce que finalement, quand on dit ça, on ne se trompe pas souvent, si on a un peu de temps devant soi. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais finalement à partager avec vous. Faut être patient. Tout ça, ça se met en place. C'est chaotique, mais l'idée centrale, c'est quand même de relancer l'industrialisation américaine, la croissance américaine. De l'autre côté, les Chinois ne se laissent pas faire et eux aussi vont avoir des politiques de relance fortes. Et l'Europe, lui aussi, ne se laisse pas faire. Enfin, pour une fois, c'est ressaisi et fait front avec des gros plans de relance aussi, qu'on l'a vu en Allemagne, mais aussi sur le plan de l'armement au niveau de la France et de l'Europe. Tout ça fait que c'est beaucoup d'argent qui vont être réinvestis, qui vont faire du bien au final à toutes les économies dans sa globalité. Donc aujourd'hui, le bilan est un peu incertain, mais si on se donne un peu de temps, c'est que des bonnes nouvelles que je vois moi aujourd'hui dans les marchés. Voilà. Merci Christophe pour ton optimisme légendaire, mais que je partage entièrement. Et Bastien aussi, je pense. Bastien est obligé de faire un constat quand même. Mais on sait tous que les marchés financiers, enfin les marchés actions, en tout cas sur long terme, sont ceux qui rapportent le plus. N'oublions pas ça. Même si, alors vous ne l'avez pas dit, on sait qu'il y a les midterms aux États-Unis, hein, Dans quelques mois, dans 15 mois, voilà, 15 mois. donc ça aussi, ça peut un peu rebattre les cartes, hein, à surveiller. Je pense que Tout à fait. effectivement, on a, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un feuilleton de science-fiction des années 80. Enfin, bon, certains d'entre vous sont trop jeunes, mais moi, ça me rappelle un peu des trucs comme ça. Donc, bon, à voir la suite. Mais comme souvent dans les séries américaines, ça se finit toujours bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va donner la parole non pas à Mehdi, mais à Johan, qui est là, qui va pouvoir compléter ses propos. Et encore une fois, hein, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À toi, Johan. Merci Claude, je vais essayer de ne pas être redondant parce que c'est vrai que à la fois Bastien et Christophe ont défini une situation où on pourrait reprendre quelques-uns des éléments. Je vais quand même essayer, quand même, de notre point de vue en tout cas, d'essayer de planter des éléments
qui sont quand même des points d'ancrage parce que bon, sur les marchés, c'est toujours un peu pareil. Si vous voulez savoir où vous allez, il faut savoir d'où l'on vient. Et en fait, le vrai problème aujourd'hui que Trump a affronté, c'est qu'un, il hérite d'une situation de Biden qui est tout sauf favorable. La situation héritée de Biden, c'est une économie américaine qui était déjà soutenue, robuste, sur lequel on a continué à faire des plans de relance massifs, notamment des plans des plans de relance fiscaux massifs, qui engendrent des graves problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire de trois ordres. Un, des déficits commerciaux extrêmement forts, beaucoup trop forts. Un dollar beaucoup trop surévalué, qui joue contre l'économie américaine, et une dépendance de l'économie américaine aux capitaux étrangers. Et si vous mettez ça en perspective de finalement ce besoin pour Trump de réindustrialiser son économie et de remettre de la compétitivité à l'économie américaine, parce qu'on n'en a pas assez parlé à notre avis, le vrai problème de l'administration de Trump, c'est une problématique de compétitivité de l'économie américaine. Donc si vous comprenez cet angle-là, bah, finalement, pour refaire naître une compétitivité sur l'économie américaine, vous avez trois manières de la faire renaître, cette compétitivité. Soit vous baissez les salaires, impossible avec l'électorat qui a été le sien, qui a déjà été squeezé avec l'inflation et la remontée des taux, qui n'a pas été le grand gagnant, bien au contraire des derniers du Covid et de l'ère post-Covid. Donc soit vous baissez les salaires, on oublie cette solution, soit vous mettez en vigueur des tarifs douaniers, l'histoire a montré que les tarifs douaniers ont plus que des limites et ne marchent pas, soit vous faites baisser le dollar américain. Donc nous, on pense que ce sera un des moyens, et le moyen qui sera employé par l'administration américaine sera de faire baisser le dollar américain. L'administration américaine, nous, on pense qu'au contraire, c'est pas que des fous. On sait qu'il y a un style, hein, on sait qu'il y a un style Trump qui peut être très versatile, mais pour autant, vous savez qu'aujourd'hui, les dépenses sur l'administration américaine, c'est la santé, globalement, hein, la santé, le militaire et le service de la dette. Il y a les mid-term qui ont été évoqués, il y a beaucoup de financements qui ont été faits à taux zéro. Il aura besoin d'avoir des marges de manœuvre, il aura besoin, Trump, d'avoir des taux plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'économie américaine, selon nous, est déjà en train de monter des signaux de difficulté parce que nous n'avons plus les amortisseurs qui ont été ceux qui ont permis une forme d'exceptionnalisme américain. J'entends l'excédent d'épargne Covid. Aujourd'hui, on voit que le taux d'épargne aux États-Unis est en train de remonter. Et attention, ça a été mentionné par Christophe, c'est vrai que les ménages américains ont une grande dépendance, une sensibilité aux actifs américains. Donc ce qui a été finalement le consommateur américain par cet excédent d'épargne, par ce surplus d'épargne, par l'inflation salariale, a pu finalement consommer, et c'est vu avec un effet richesse augmenté par effectivement la croissance des marchés actions américains. On sait que la sensibilité aux Européens n'est pas du tout la même, mais attention, on pourrait avoir un miroir inversé de cela, c'est-à-dire qu'en perdant ces catalyseurs du passé, on va se retrouver potentiellement, si les marchés viennent à baisser, avec des signaux économiques, comme on l'a vu hier, et pas que, qui commencent à montrer que l'économie américaine décélère. Alors nous, on ne fait pas le constat de dire, attention, on a devant nous une crise qui pourrait être importante, une récession grave, parce que globalement, il n'y a pas de déséquilibre dans l'économie américaine, il n'y a pas d'excès d'endettement, mais on pense qu'on pourrait très bien avoir une récession, baisse de croissance sur 2 trimestres technique, voulue, souhaitée, désirée, qui permettrait à la Fed globalement de pouvoir baisser ses taux parce que l'inflation est en train de décélérer aux États-Unis. Et donc tout ça, de notre point de vue, est un cahier des charges réfléchi. Donc voilà sur l'état sur l'état de l'environnement un peu macroéconomique. Mais la deuxième chose qui est plus optimiste, en fait, hein, quand bien même vous ayez en fait un scénario économique un peu plus en difficulté pour les États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas qu'on ferait sur l'Europe et la Chine, qui paraissent, en tout cas le reste du monde, qui paraît bien mieux armé pour affronter les trimestres ou voire les semestres prochains. La bonne nouvelle quand même à avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est plus dans le monde d'avant, qui consistait finalement dans un monde quasi sans inflation ou pas, un monde de taux zéro. Vous savez, vous étiez obligé de porter des convictions extrêmement fortes parce que globalement, le monde obligataire n'offrait pas des caractéristiques de protéger
de protéger vos portefeuilles parce que vous aviez la certitude ex ante de perdre de l'argent ex post. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en ayant vu les taux remonter comme ils le sont remontés, le monde obligataire a repris des vertus, a repris des caractéristiques à la fois de rendement et à la fois de couverture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de tout mettre sur le fil rouge pour jouer inconviction et s'ancrer dans un scénario macroéconomique. Vous pouvez aujourd'hui, grâce au retour à meilleure fortune, j'ai envie de dire, d'une allocation, en tout cas d'une gestion de portefeuille, vous pouvez retrouver, grâce aux vertus du monde obligataire et au retour, par voie de conséquence, de la diversification qu'offre le monde des actions. Vous le voyez aujourd'hui, une diversification retrouvée, que ce soit des banques, des utilities, de l'automobile, de l'énergie. Vous avez des banques centrales, vous prenez la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque européenne, la Banque des États-Unis, la Fed, qui ont des fonctions de réaction qui sont différentes parce que des dispositions différentes. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir et de vous couvrir et de jouer différents scénarios tout en jouant aussi un potentiel de rattrapage lié à finalement un retour d'une économie qui à un moment donné repartirait principalement lié aux baisses de taux de la Fed, mais pas que. Et donc aujourd'hui, vous avez des caractéristiques vraiment offertes par le marché qui permettent, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de l'année, finalement de pouvoir avoir des performances de bon niveau, de haut niveau, parce que nous on pense que voilà, la diversification un peu obligation-action, comme elle était faite avant, a des raisons de retrouver des petites lettres de noblesse, et on le voit depuis le début de l'année. Merci Johan pour ce rappel hein, qui est toujours le bienvenu. Nous allons alors, je ne vois pas de... Émilie, si tu peux me confirmer, je vois pas de questions dans le chat. Est-ce que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser? Voilà, on a une très belle image de Fidelity sur Trump et Xi Jinping. J'ai pas de On va questions donc pour le donner... moment. Pas de questions? Bon, vous pouvez toujours les poser même après. Bastien, je sais que tu as peut-être pas mal de choses à voir après. Si tu, voilà, tu es le bienvenu pour rester, Ok. mais en tout cas, Bon. si tu veux nous... Merci beaucoup. Non, je vais y aller. Mais très bonne journée à tous. On Merci. te remercie encore. Merci, Bastien. Et puis, on va Merci. passer la parole à Yufeng, je crois, s'il est bien là. Oui, allez. Ouais, je suis là. Merci Claude. Oui, effectivement, il faut pas faire attention au prénom qui est marqué sur ma photo, hein. Je m'appelle pas Émilie, c'est bien une femme qui est présente. Ça te va bien aussi. Émilie, Oui. je voulais changer alors. Je vais marquer sur mon nouveau passeport. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour cette présentation. Et aujourd'hui, on va, pour l'analyse de fond, le cas pratique de l'analyse de fond, dans le cadre de l'éducation, de l'analyse d'allocation, on va vous présenter, différemment aux autres séances, une catégorie qu'on en parle peu, c'est la catégorie global macro. Alors, la catégorie global macro, c'est une catégorie un peu moins standard que la catégorie action, obligation de classe d'actifs classique, hein, parce que c'est une catégorie qui regroupe des gérants qui appuient leur analyse d'investissement sur des facteurs macro. Alors, quand on dit macro, c'est-à-dire ça englobe les agrégats économiques, hein, mais également la politique monétaire, hein, budgétaire hein, et fiscale hein, de différents pays, différentes zones et également de différents secteurs. Et parfois, même dans la plupart du temps, ces gérants analysent également la politique tout court, hein, la stabilité des politiques, hein, l'arbitrage de politique entre différents pays. Voilà. Donc, d'ailleurs, le cas à dire, depuis tout à l'heure, on ne parle que de Trump, on parle de la différence de la politique européenne et américaine. Typiquement, tout ça, ça fait partie des analyses quotidiennes de gérants dans la catégorie globale macro. Alors, cette stratégie, en général, les gérants pratiquent ou offrent une diversification très intéressante parce que, en fait, la plupart des gérants investissent dans le monde entier, voilà, partout. Il n'y a pas de contraintes géographiques. Ils peuvent investir aux États-Unis, en Europe, donc des zones un peu classiques, Japon, Royaume-Uni, mais aussi, là, ils peuvent tirer plus. L'Europe alpha, c'est des zones émergentes et voire encore sous-émergents, qu'on appelle les pays frontières.
Donc voilà, donc ils ont une liberté de géographie par construction parce qu'ils font des analyses macro, donc beaucoup plus riches hein, que les gérants classiques. Et ensuite, l'autre chose de diversification qu'ils offrent très intéressant, c'est les classes d'actifs. Donc, à partir des analyses, de la conclusion de leurs analyses macro, bah, en fait, ils vont chercher des classes d'actifs qui permettent, dont l'évolution, dont la tendance correspond au mieux à leur analyse. Donc, ils peuvent jouer, faire le pari sur le change, sur les actions, sur les obligations, sur les différents types d'émetteurs, sur les différents types de pays, dans les différents types, différents émetteurs dans différents pays. Donc voilà. Donc il y a une diversité, variété de classes d'actifs qu'on ne peut pas trouver chez les gérants classiques. Et enfin, la stratégie, pareil. Bah, il y a beaucoup moins de contraintes que le client, que les stratégies classiques, hein. Moi-même, étant un ancien gérant de Global Macro, c'est intellectuellement extrêmement intéressant parce que à partir du moment où on tire une analyse macroéconomie ou politique budgétaire monétaire, bah, en fait, on peut se permettre de faire, comment dire, en tirer profit de notre analyse à travers des stratégies de spread directionnel, arbitrage. Voilà. Donc, il n'y a pas que côté analyse qui est intéressant, qui est varié, mais également les stratégies d'investissement correspondent souvent à la richesse de l'analyse. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est aussi souvent dans ces stratégies-là, on va trouver des diversifications, des corrélations hyper bon, décorrélées. Voilà, des stratégies de rendement, de performance très décorrélées par rapport au gérant classique. Donc, en fait, on peut dire que c'est une catégorie par définition d'alpha. Voilà. Et différent, vous allez me demander, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie d'alpha? Bah, si on prend une stratégie action des États-Unis, comment dire, value, bah voilà. La plupart, c'est très difficile de générer un alpha sur le marché classique, hein. Et même si quand il y a des alphas, souvent s'il y a une homogénéité de ces alphas, c'est-à-dire les gens vont dire, ah, sur le value, moi j'ai essayé de jouer, chercher des entreprises un peu plus de croissance, bah voilà, pour essayer de décorréler par rapport à son facteur un peu figé. Alors, dans le global macro, les gérants peuvent, à travers la diversification géographique, classe d'actifs et contraintes, très peu de contraintes stratégiques, c'est là il y a comment dire, il y a beaucoup plus de place à à l'intellectuel, je dirais, à la matière grise. Donc voilà, beaucoup moins de contraintes. Bon, après, c'est à double tranchant. C'est aussi dans cette stratégie-là qu'on va trouver une grande diversité de talents. Et donc, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de très bons, aussi de moins bons. Et aussi, on a des stratégies très risquées comme des stratégies moins risquées. Donc, voilà. Donc, c'est pas tout non plus une catégorie de stratégie clé en main. Ça nécessite encore même plus d'analyse, hein, plus pointue, plus minutieux sur lorsqu'on veut sélectionner un fonds pour mettre dans son portefeuille. Mais à partir du moment où on arrive à choisir un bon fonds, ça, c'est une véritable diversification de fonds dans son portefeuille à long terme. Voilà. Aujourd'hui, justement, pour le cas pratique, hein, on va vous présenter l'analyse d'un fonds que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est H2O Multibonds. Est-ce que vous voyez mon écran? Claude, Oui, on le voit. Oui, oui, tu me oui. confirmes, Oui, super. Yufeng, c'est bon, ça marche. Ah, ok. Alors ici, la courbe, comme d'habitude, hein, on va présenter le fond en ligne sur l'outil de InvestBoard. Vous voyez, hein, la ligne verte, hein, c'est la performance du fonds Multibonds, hein, qui est classé dans la catégorie globale macro avec la part euro. Voilà. Et en violet, c'est la performance moyenne de ces paires depuis 3 ans. Alors, on voit que la performance de H2O est quasiment 4 fois plus importante sur 3 ans par rapport à ses pairs, la moyenne de ses pairs. Attention, je tiens à préciser, c'est la moyenne de ses pairs. Dedans, il y a tout le monde. On a, par contre, en revanche, 2 fois plus de risques. On voit que la volatilité, au lieu de 10% de moyenne on a 20%. Les pertes maximum est très similaire. En revanche, parce que si on réfléchit, comment dire, on analyse sur les 3 dernières années, voilà, où le fonds est noté sur 5 étoiles par rapport à la performance de cette période.
Si on remonte un peu, parce que le fonds a été créé un peu plus tôt, la part, je dirais, là, on voit que la période ici, en 2022, hein, il y a une drawdown, une perte maximum qui est nettement plus importante que la moyenne de perte. Voilà. Donc, mais ceci dit, avec une performance qui est totalement au rendez-vous. Alors, Johan, est-ce que tu as, à travers ces analyses un peu quantitatives, est-ce que tu peux nous apporter un peu de précision sur la philosophie ou vos visions actuelles du fonds et comment vous arrivez à générer un tel alpha? Alors, merci, ouais, tout à fait. Merci de cette mise en lumière, Émilie. Moi-même, je ne m'appelle pas Mehdi non plus, donc je rappelle, je m'appelle Johan Meyer, je travaille avec Mehdi. Alors, les éléments sont très saillants. Alors, ça paraît un peu recroquevillé parce que ça remonte pas depuis octobre 2020. Vous savez qu'on a un historique qui est très très long, mais on a eu à reconstruire des OPCVM en octobre 2020 pour une affaire d'actifs résiduels non cotés, mais qui nous ont obligés à scinder nos actifs nos OPCVM en deux. Donc, en fait, ça écrase un peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la période, on fait en moyenne du 15% annualisé. Quand on fait du 15% annualisé, et c'est des fonds, je veux dire, vous trouverez peu d'actifs globaux qui soient, en Europe en tout cas, quasiment rarement, des actifs qui soient capables de faire du 15% annualisé. C'est ce qu'on fait depuis 1993. La deuxième chose, c'est qu'on parle du drawdown sur une période qui a été expérimentée. Alors c'est vrai que c'est partie intégrante de la vie, déjà de la vie des marchés, de notre structure de gestion. Et je vais vous expliquer pourquoi ces drawdowns peuvent arriver. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de deux ordres. Le premier, c'est de regarder en perspective du drawdown, donc de la baisse du point au point bas, le délai de recouvrement. Parce qu'un drawdown sans jamais remonter n'a pas de sens. Par contre, un drawdown où vous le remontez et après à la vitesse avec laquelle vous remontez, ça c'est tout aussi important. Et la deuxième chose, c'est de regarder, nous en tout cas, ce que l'on pense. J'espère que vous partagez les éléments avec nous. C'est que ce qui compte, c'est de créer de la valeur et c'est ce qui compte à la fin pour le client. Parce que de savoir que vous avez géré tel ou tel risque, vous avez eu tel ou tel drawdown, bien sûr, ça crée certainement un peu de sensation pour ceux qui regardent au jour le jour. Mais la grande finalité, c'est quand même de créer de la valeur à des horizons de placement de produits qui sont ceux recommandés pour le produit. Et je rappelle quand même, quand vous faites du 15% annualisé, ce qu'on fait depuis 35 ans, moi j'ai la chance d'avoir une équipe de gestion que je représente, alors depuis 2010, mais ça fait 35 ans qu'ils gèrent, 15% annualisé, le calcul est simple, hein. Quand vous gardez un produit 5 ans, vous doublez le capital sur la ligne. Voilà. Et je ne parle pas de ceux qui ont plus une politique de versement programmé ou qui vont pouvoir se redéployer dans ces fameux drawdowns qui nécessitent peut-être un peu de courage, mais qui en même temps sont des accélérateurs de performance quand vous avez depuis 35 ans comme ça un actif, en tout cas une équipe de gestion de grande qualité. Alors qu'est-ce qui fait notre force? La chose est assez simple. J'ai la chance de disposer d'une équipe qui font partie des plus brillants en Europe, qui sont des gérants qui déploient des stratégies que vous retrouverez en tout cas peu en Europe, hein. Vous savez qu'on est des spécialistes de l'arbitrage, des spécialistes du monde obligataire où on achète un actif contre un autre, des spécialistes du change avec des caractéristiques qui leur sont propres. On tient nos pauses, on est des réels gérants de conviction. Je sais que le mot a beaucoup été galvaudé, mais en tout cas, la conviction est importante et ce qui nous permet, dans beaucoup des cas, de traiter avec minutie tous les détails et qui nous permet vraiment de prendre des pauses très en amont de la masse et qui nous permet, vous savez, quand vous avez raison, peut-être souvent vous allez trop tôt sur des positions, mais vous préférez y aller trop tôt que trop tard. Quand le marché commence à se rendre compte, comme vous l'avez peut-être expérimenté en tant qu'investisseur sur nos fonds, regardez ce qui s'était passé en 2018, où tout le monde s'est un peu trompé, s'est laissé prendre, et du coup vous avez recherché de la diversification que vous n'avez plus. Le fonds multibond, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais a fait 32. En 2022, tout le monde s'est fait surprendre à l'inflation et à la remontée des taux. Il est certain que quand vous arrivez à comprendre ce qui est en train de se passer avec la qualité de ces gérants et que vous vous positionnez bien en amont, ça vous permet de faire des performances à deux chiffres exceptionnelles. C'est le même cas depuis le début de l'année. On a la chance d'avoir un fonds qui fait plus 22, 23 depuis le début de l'année, en l'occurrence là le multibond. Donc c'est cette capacité à être non directionnel, à vous offrir une diversification extrêmement importante parce qu'on arbitre le monde du taux et du change, d'avoir une équipe de gestion qui se connaît par cœur
et qui a mis comme le premier point et la priorité première de créer de la valeur à des horizons de placement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestion des risques, mais ça veut dire que ce qui compte pour nous, bah, voilà, c'est de performer pour nos distributeurs et pour nos clients. Et je vous prie de croire que ça change tout. La volatilité pour nous, elle fait partie du voyage et on ne cherche pas à la combattre. On ne cherche pas non plus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, à combattre ces moments-là. Mois d'avril, beaucoup eu peur, ont coupé. Il fallait essayer de voir plus loin que le mois d'avril. Et derrière, ça permet vraiment de faire des performances. Quand vous additionnez tous les éléments de langage que je viens d'évoquer, bah, ça vous permet vraiment d'avoir des moteurs qui font du 15% annualisé, comme on peut le proposer au travers du fonds multibond. Qui est un fonds, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est un peu trop technique, mais on appellera, je vais essayer de le définir, carry diversifié value. Carry, c'est la capacité à avoir du rendement embarqué. La chance que vous allez avoir dans le multibond, c'est que c'est un fonds global. Donc on peut tirer partout de ce qui se passe dans le monde, des différences de traitement, de taux des banques centrales et donc des rendements. Bah, aujourd'hui, il est certain que si vous vous positionnez sur du Brésil ou du Mexique, bah, vous êtes payé bien autrement de détenir la devise que si vous aviez de l'euro ou du franc suisse. Donc carry, c'est du rendement embarqué. On se situe à peu près autour de 13% aujourd'hui sur le fonds. Diversifier, bah, comme je le disais, hein, on diversifie une quantité de stratégies aujourd'hui dans nos fonds, hein, que ce soit sur le yen, sur le short dollar, sur les émergences, sur les stratégies de courbe, sur la duration. Et troisième, value, parce qu'on a la chance de pouvoir, en tant qu'acteur qui prend le monde comme ça de matières premières, de pouvoir acheter des actifs qui sont fortement décotés. Et ça, c'est notamment l'exemple des taux courts, des émergents ou du yen qui peuvent être à un moment donné des grands actifs value avec des forts rebonds et en même temps des actifs de couverture, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la présentation macro, où aujourd'hui vous retrouvez des actifs qui peuvent vraiment vous protéger et d'autres qui peuvent vraiment tracter la performance en fonction des scénarios. Merci, Johan. Très bien, c'est super clair. Ben, justement, pour vérifier un peu, entre guillemets, sur la plateforme, votre philosophie, on voit bien que effectivement, depuis les 3 dernières années, le rendement annualisé du fonds, c'est autour de 15%. On a sur la dernière année, en termes de temps de reprise, c'est-à-dire on fait le drawdown et le temps de rebond pour recouvrir la perte maximum qui a déjà été réalisée. Bah, pour le fonds, c'est 12 semaines et demie. Voilà. Alors, la moyenne de perte, c'est sur 6 semaines. Et sur 3 ans, bah, la moyenne de perte, c'est autour de 12 semaines. Et le fonds, il est à 11 semaines. Donc ça, c'est un peu préparé. Quelque chose qui est très intéressant que je fais chaque fois, chaque séance sur l'analyse de fonds, c'est analyser le profit de fonds en termes de ratio haussier-baissier par rapport au comportement moyen de paire. Là, ici, on voit que, en fait, le fonds en vert, c'est bien un profil de risque agressif par rapport à la moyenne de paire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que lorsque la moyenne de paire monte 1%, le fonds il monte en moyenne de 4%. Et lorsque la moyenne de paire baisse 1%, bah, le fonds en moyenne baisse 3,40%. Donc, en fait, le fonds, par rapport à ses pairs, arrive bien à créer un profil asymétrique favorable. Et ce qui est potentiellement, c'est même principalement, le facteur de performance, surperformance à long terme par rapport à ses pairs. Ce point, c'est très intéressant, ce graphique à retenir, hein. C'est un profil de risque plus important. En revanche, une asymétrie de risque intéressante. Voilà. Dernière chose qui est sur le fichier de fond, après je passerai à une analyse un peu plus approfondie pour comprendre un peu comment ça fonctionne le fond. Ici, si on regarde un peu de différents événements, la performance du fond, sa réaction par rapport aux différents événements, ce qu'on voit, comme Yoann a souligné, que le fond surperforme quasiment dans toutes les situations la moyenne de paire. En revanche, on voit que pendant le début de guerre Ukraine en 2022, il a une drawdown plus importante que les autres. Donc ici, c'est, comment dire, pour juste vous faire remarquer que comme beaucoup de fonds de conviction, c'est un peu le tendon d'Achille, le Black Swan. Donc, c'est-à-dire l'événement imprévisible qui arrive d'un coup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique à tous les fonds, à tous les gérants de conviction. Voilà. Donc, ici, on arrive à constater assez facilement.
Maintenant, je vous proposerai de l'analyse, approfondir un peu l'analyse de fond encore, parce que c'est vraiment un fond intéressant. La première question à se poser, vous voyez ici, la performance du fond écrase complètement la moyenne de ses pairs. La première question à se poser, c'est est-ce que le fond, il fait partie vraiment de la bonne catégorie? Est-ce qu'il est vraiment dans la bonne catégorie ici? Voilà. Ici, on va justement, je vous propose une analyse, comme ce que Yuan a suggéré tout à l'heure, d'analyser le fond à partir d'octobre 2020, hein, depuis la période où la part a été reconstituée, jusqu'à fin mai. Moi, je vais l'analyser par rapport à ces paires sur cette période-là. Une comparaison un peu plus poussée. Bon, ça, vous avez déjà vu. Ça, vous avez déjà vu. Ce qu'on peut voir ici, c'est surtout la corrélation. La corrélation du fonds global macro, non, la catégorie global macro par rapport au fonds H12O Multidons, on est à autour de proche de 80%. Donc, voilà. Le fonds pratique bien la même stratégie, non, le même type de stratégie que ses pairs, hein, mais par contre, effectivement, il a un alpha plus important. Voilà, ça c'est la première chose qui est intéressante de savoir est-ce que le fond est bien. Ça permet d'emmener certaines transparences dans le sens que compréhension plutôt, granularité de compréhension. Est-ce que dans quel type de stratégie on devrait le classer le fond? Deuxième chose qui est intéressante, c'est que de comprendre un peu le risque corps du fond. Voilà. Sous l'outil de InvestBond, on a cette possibilité justement d'analyser un peu en approfondi sur quel facteur que le fonds est sensible. Bon, le fonds s'appelle Multibonds. Donc, je fais un peu appel à différents facteurs de risque, global souverain, émergent entreprise, émergent court terme, LATAM, parce que tout à l'heure, Johan m'a évoqué, émergent souverain et de l'Europe au rendement, et également l'inflation. Voilà, ça, c'est vraiment des thématiques assez hot topic sur ces dernières années. Je vais définir le fonds comme le cible à analyser. Sur la période, une chose hyper intéressante, c'est on voit tout de suite le facteur auquel que le fonds est sensible aujourd'hui, bon, sur la période plutôt, c'est obligation globale émergence souverain. Alors ici, on est dans une catégorie assez fourre-tout, hein, dans toutes les obligations souverains de tous les pays tous les pays émergents. Donc on voit quand même, si on rentre dans l'analyse encore plus fine, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ici, mais on voit déjà à travers ce facteur un beau macro, on arrive à détecter sur quel type de risque que le fonds offre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment côté comment dire, émergent. Sur toute la période, hein. Attention, c'est actif, donc c'est jamais figé. Et ensuite, entreprise, donc il y a une exposition sur le souverain émergent, en tout cas, donc, on l'achète au marché émergent et on est au marché émergent. Ça ne veut pas dire qu'on a acheté l'émergent. Donc, en fait, c'est là qui est intéressant dans la stratégie d'investissement. On peut jouer plein de choses. En tout cas, ici, ça nous permet de faire une analyse un peu plus approfondie par analyse factorielle. On voit que le fonds est vraiment exposé sur l'émergent à la fois souverain et à la fois entreprise. Et si je regarde un peu plus court terme, alors c'est intéressant, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, sur 3 derniers mois ou 5 derniers mois, on peut voir. Allez, et voilà, ce qu'on voit, c'est que globalement, comment dire, on est passé en moyenne sur toute la période sur 5 dernières années, une sensibilité assez forte par rapport à l'émergence souverain. Il est relayé par une position sur l'émergent entreprise de court terme. Après, court terme, moyen terme, tout est classé dedans. Là, c'est assez intéressant par rapport à ce que Yuan a dit tout à l'heure, parce que si on regarde effectivement les obligations des pays émergents, ça correspond un peu aux 3 thématiques qu'il a évoquées tout à l'heure. Première chose, c'est le dollar. Ah bah, quand le dollar baisse, c'est favorable pour les émergents. Ça, c'est quelque chose, on en parle un peu, mais c'est assez mécanique.
Deuxième chose, c'est le value. Bah, en fait, quand c'est value, en ce moment, l'émergent fait partie de value. Ça, c'est quelque chose qui est sur 5 dernières années, qui a été pas mal évoqué, même tout à l'heure dans votre analyse de macro. C'est on a des investisseurs institutionnels se sont concentrés sur le pays développé, et les émergents, dû à l'état de la Chine, a été pas mal délaissé, et aussi l'appréciation du dollar. Et enfin, les choses carry, Yoann a évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est aujourd'hui, à travers les pays émergents, on arrive à faire plus de carry, plus de stratégies un peu sophistiquées de ce type, qui représentent moins de volatilité, comme on est en temps normal, mais un peu plus de risque Black Swan, donc le drawdown, lorsqu'il y a des événements imprévisibles qui arrivent. Voilà, voilà. Donc, c'est une petite analyse hein, un peu plus approfondie sur ce fonds-là pour vous montrer comment on peut analyser un fonds global macro ou de tout type de stratégie pour comprendre déjà quand est-ce que vous rencontrez les sociétés de gestion, leur stratégie et aussi visualiser un peu comment ça peut transformer en KPI, en chiffres, leur sensibilité à risque sur la plateforme de l'Investboard. Voilà. Merci beaucoup. Claude, je te repasse la parole. Oui. Merci Yufeng pour cette analyse précise comme d'habitude, hein, toujours pertinente. Merci Johan aussi pour cette présentation. Rappelons quand même que la clé c'est la diversification, hein, n'oublions pas ça, et que effectivement ce genre de stratégie est une stratégie parmi d'autres. Hein, Christophe en a aussi, il y en a un peu de partout. Ce qui va me permettre de passer la parole, il l'attend je pense, à Pierre-Yves pour son point mensuel sur les cryptos. Voilà, Pierre-Yves, tu as, on va dire, 15 minutes et puis voilà. Parfait. Merci à vous en tout cas. Merci de me passer la balle. Bonjour à tous. On parlait de diversification et effectivement, les cryptos aujourd'hui rentrent dans cette case de diversification patrimoniale, d'allocation, pour différentes raisons dont on a évoqué. Comme à chaque fois, donc on va faire un petit point marché parce que, comme ça peut être évoqué depuis le début, il se passe quand même beaucoup de choses avec Trump, donc c'est assez sportif. Sur les cryptos, c'est la même chose. On voit qu'il y a quand même une corrélation aujourd'hui assez forte entre notamment Bitcoin et par exemple le Nasdaq. Donc on va voir ça. Pour passer les slides, c'est toi, Claude, c'est ça qui... Ouais, alors c'est là-bas. Donc déjà un petit point de vue. Malheureusement, le mois dernier, j'avais pas pu être présent au webinaire, mais donc j'ai la photo, c'était donc début avril. Donc début avril, c'était le moment où il y avait beaucoup de... les marchés étaient très chahutés, justement, avec les différentes interventions de Trump sur les tarifs douaniers, voilà, souffler le chaud et le froid. Et évidemment, ça a impacté aussi le marché des cryptos. Le Bitcoin avait reculé donc était autour de 85 000 $, donc était en baisse depuis le début de l'année autour de 9%. Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto, elle avait souffert beaucoup plus pour des raisons, on va dire, additionnelles aussi qui étaient propres à Ethereum, donc qui était en baisse de 42% depuis le début de l'année. On voit que depuis, à l'image des marchés actions, on a eu un fort rebond. Puisque aujourd'hui le Bitcoin est autour de presque sur ses plus hauts, donc autour de 105 000 $, donc à plus 12%, donc une hausse de 25% quasiment depuis sur les 2 derniers mois. Et pareil, donc Ethereum qui a repris du terrain et qui performe aussi de plus de 25%, même en fait qui a performé sur les 30 derniers jours de plus de 40%. Et on va expliquer un petit peu après pourquoi finalement on a eu ce scénario sur Ethereum qui a surperformé aujourd'hui l'intégralité du marché des cryptos. Il y a une raison très spécifique. Néanmoins, on voit que quand même la dominance Bitcoin continue de prendre du terrain, puisque aujourd'hui Bitcoin représente 63% de l'intégralité du marché des cryptos. Et Ethereum, avec cette forte progression, a quand même aussi récupéré un peu de terrain en termes de dominance sur le marché des cryptos, au détriment de toutes les autres cryptos qu'on appelle les altcoins, qui elles, ont suivi ce mouvement haussier, mais dans une moindre mesure. Donc voilà un petit peu. Donc c'est intéressant de voir voilà, que le marché a repris de la hauteur. Là, on voit sur un an les performances. Donc Bitcoin
voilà, continue sur sa lancée pour plein de raisons. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'actualité qu'on va voir. Et Ethereum qui reprend un peu des couleurs après une période de sous-performance depuis, on va dire, 2022, ce qui m'amène sur le chart d'après. On a une longue sous-performance en fait d'Ethereum. Donc ça, c'est le graphique Ethereum contre Bitcoin. Et donc, on voit que depuis 2022, bah, on a eu petit à petit une sous-performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin qui s'est accélérée sur 2024 et ce début d'année-là. Pourquoi? Ben parce qu'on a vu, puis surtout que Trump, en fait, a été élu le président des États-Unis. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la famille Trump a fait all-in sur les cryptos, hein. Ils sont énormément investis, toute la famille. Et donc, ils soutiennent quand même beaucoup l'industrie. Et ça a apporté principalement Bitcoin. Pourquoi? Ben parce que Bitcoin, c'est quand même la crypto numéro un, c'est celle qui a eu le plus, qui a le plus d'historique et qui est vue un petit peu comme, en termes euh, st- comme thèse d'investissement derrière, comme un peu l'or 3.0. C'est-à-dire que Bitcoin a les caractéristiques de potentiellement devenir un étalon de valeur à long terme. Et donc, c'est ce qu'on voit petit à petit, puisqu'on voit une adoption vraiment très importante de la part des investisseurs institutionnels. BlackRock a énormément de Bitcoin à travers son ETF, mais pas que, puisqu'on voit aujourd'hui que BlackRock, au niveau international, offre des portefeuilles type, hein, j'ai envie de dire, des portefeuilles modèles, défensifs, rééquilibrés, agressifs, quoi. Et dans chacun de ces portefeuilles, il intègre aujourd'hui entre 1 et 2% de Bitcoin. Alors, bien évidemment, à travers son ETF, hein, il vend ses propres produits. Mais aujourd'hui, dans son allocation type, il y a 1 à 2% de Bitcoin dans ses allocations. Donc on voit cette adoption, et cette adoption se répercute aussi en termes de stratégie de trésorerie d'entreprise de long terme. Il y a de plus en plus d'entreprises, de sociétés. Alors maintenant, c'est un petit peu aussi une stratégie de positionnement, hein, parce que on a vu que au niveau boursier, les sociétés qui mettaient en place, qui annonçaient ces stratégies de constitution de réserve de Bitcoin ou de constitution de trésorerie de Bitcoin, voyaient leur cours en bourse exploser. Et récemment, on a eu une société cotée sur Euronext, hein, The Blockchain Group, qui est une société où fondamentalement, honnêtement, elle n'était pas en très bon point, hein, la société, bref, qui a annoncé ben, voilà, faire des augmentations de capital pour constituer une trésorerie en Bitcoin. Ben, le cours de bourse de l'action, en un mois, a fait x10. C'est pas fois 10%, 30%, x10. Le prix il est passé de 30 centimes à 3 euros. Donc voilà, et donc ça, ben, finalement, ça donne l'idée à d'autres boîtes côté de faire un peu la même chose pour voilà. Donc, par contre, voilà, Ethereum, on voit, ben, techniquement, on est revenu finalement se poser sur un peu un support, donc cette performance Ethereum Bitcoin, hein, qui on avait touché des points bas en 2021 également. Et donc, on peut se dire, ben, aujourd'hui, si on se projette d'ici la fin de l'année, bah, il y a des chances, en tout cas techniquement, il y a des sujets qui nous disent que bah, on pourrait avoir un Bitcoin qui continue à s'apprécier, mais qui s'apprécie dans une moindre mesure. Donc, on pourrait aller voir les 120 000, 125 000 dollars. Mais par contre, que Ethereum pourrait progresser, mais de façon plus significative et retrouver les 4 000 ou 5 000 dollars qu'il a déjà touché précédemment. Donc, en termes de performance, on pourrait avoir une continuité de la surperformance d'Ethereum. Le slide d'après, du coup, bah, ça m'amène justement sur un peu le panorama au niveau mondial des performances. Pour rappel, 2023-2024, Bitcoin est en tête, c'est-à-dire que c'est la meilleure actif, toutes les classes d'actifs confondues, sur la planète. Cette année, bah là, à hier, il reste sur le podium avec bah, cette progression. On l'a vu, ça a été mentionné précédemment, les marchés européens sont aussi en bonne, en bonne place, hein, notamment le DAX, qui a très bien rebondi d'ailleurs depuis les marchés qui ont chahuté en 2000, enfin là en mois d'avril. Et l'or reste en tête aujourd'hui avec plus de 27%. Donc on voit toujours pareil que bah, Bitcoin notamment a un vrai intérêt en termes de diversification, hein, dans un portefeuille. Et puis bon, sur ces classes d'actifs, voilà, Ethereum aujourd'hui faire la marche. On verra ce qu'il en est dans un mois, dans 2 mois. Mais voilà un petit peu pour le panorama. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés?
comment on peut expliquer finalement ces mouvements? Donc ça m'amène au slide d'après. Comment expliquer ces mouvements? Ouais, donc voilà, l'actualité. Donc pourquoi Ethereum? On a vu un petit rebond, finalement, un sursaut d'Ethereum. Ethereum, il faut comprendre que c'est une infrastructure technologique sur laquelle sont construits des services financiers et peu importe. Donc c'est une vraie infrastructure dont l'Ether, qui est la monnaie de cette infrastructure, permet de soumettre des transactions et d'enregistrer des transactions sur ce registre, qui est la blockchain de Ethereum. Et donc, cette technologie est en constante évolution. Contrairement à Bitcoin qui est plutôt stable en termes de technologie, voilà, ça bouge pas trop. Ethereum, au contraire, de temps en temps, voilà, fait évoluer sa technologie pour l'améliorer, la rendre plus scalable, la rendre plus efficiente. Et donc, on a eu au mois de mai, le 7 mai, une grosse mise à jour du réseau Ethereum, technologiquement, hein, je parle, qui s'appelait Pectra, qui est la deuxième plus grosse mise à jour depuis 2 ans. Et ben on voit finalement que cette mise à jour a apporté des améliorations et on a vu finalement un impact significatif sur le prix d'Ethereum. Donc ce qui est intéressant avec Ethereum, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé, ça n'est pas juste lié, on va dire, à la spéculation, l'achat-vente, mais il y a aussi un aspect technologique. Quand on investit dans Ethereum, à la différence de Bitcoin qui est plus, comme je l'ai dit, une thèse d'investissement de devenir un étalon de valeur à long terme, Ethereum, c'est plus de la technologie. On va parier sur une infrastructure qui, demain, potentiellement, une partie de notre infrastructure financière telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait tourner sur la blockchain Ethereum. Et donc, apporter énormément de valeur sur Ether, puisqu'il y aurait de plus en plus de demandes. Donc voilà, donc ça explique le rebond qu'on a vu récemment, parce que cette mise à jour a notamment comblé quelques lacunes qu'il y avait pu avoir sur une mise à jour un peu moins importante au mois de fin d'année 2024, où on avait vu la mise à jour avait permis de faire chuter drastiquement les frais de réseau payés par les utilisateurs du réseau Ethereum. Et donc, en fait, comme une société, hein, entre guillemets, le réseau Ethereum faisait beaucoup moins de chiffre d'affaires, beaucoup moins de frais. Et donc, c'est ça qui a impacté la forte sous-performance d'Ethereum ces 6-7 derniers mois. Voilà. Mais avec cette mise à jour, ça a résolu quelques problèmes. Et il y a d'autres mises à jour qui seront prévues aussi d'ici la fin d'année. Mais on voit, voilà, c'est une technologie qui est en évolution. Et, et de toute façon, c'est une communauté. Cette communauté de développeurs au niveau international veut faire rayonner la technologie, le réseau Ethereum. Et donc, il y a fort à parier qu'ils fassent des améliorations qui vont dans le sens d'une appréciation aussi du prix de l'Ether, qui est la monnaie du réseau Ethereum. Donc voilà, en termes d'actualité sur un peu technique. Et ensuite, on a eu j'ai mis quelques exemples sur le slide d'après d'actualité, mais on a eu l'actualité est quand même très riche. Très intéressant, on a vu que Fidelity aux États-Unis a lancé un plan d'épargne retraite qui inclut du Bitcoin et de l'Ethereum notamment. Donc on voit qu'aujourd'hui, les Américains, dans leur plan de retraite, plan d'épargne retraite, peuvent avoir du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc voilà, ça en dit long voilà, sur l'adoption et qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs. Ensuite, on a une adoption croissante, bien évidemment, dans tout ce qui est les services de paiement. On voit qu'une des filiales de Stripe s'est associée à Visa pour simplifier en fait le paiement par carte bancaire, mais quand on a une trésorerie en stablecoin, hein, donc le stablecoin, pour rappel, c'est un crypto-actif, mais qui est lié au dollar, qui garde sa valeur face au dollar ou à l'euro, donc $1 ou €1. Et qui a des réserves en compte en banque équivalentes en fait en dollars ou en euros. Donc c'est comme ça qu'ils conservent en fait cette valeur. Aujourd'hui, l'adoption des stablecoins, elle est énorme. Il y a une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire une transaction au niveau international, ça ne sert à rien d'utiliser le réseau bancaire, le réseau SWIFT. Vous utilisez un stablecoin, vous l'envoyez en dollars ou en euros, à l'autre bout de la planète, votre correspondant le reçoit dans les 30 secondes qui suivent, avec une traçabilité parfaite sur la blockchain, puisque la blockchain, pour rappel, c'est un registre public. Donc on peut le voir, la personne qui vous envoie des stablecoins peut vous envoyer l'adresse de la transaction, enfin la référence de la transaction, et vous allez voir que vous avez reçu ou pas reçu. On peut pas tricher là-dessus. Et donc on voit de plus en plus d'adoption au niveau international de l'utilisation des stablecoins. Ensuite, on voit aussi
ce que je dis depuis longtemps, une accélération de la convergence entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, donc tous ces services qui sont construits sur la blockchain. Et par exemple, BlackRock qui a tokenisé un fonds monétaire, enfin T-bills, un fonds monétaire américain, dollar, on voit qu'aujourd'hui, ce fonds monétaire dollar que vous pouvez détenir sans compte bancaire, sans compte titre au final, qui est géré par BlackRock, toujours, il est compatible avec des protocoles de pré-emprunt, en tout cas des services de pré-emprunt sur la blockchain. Et donc, entre guillemets, vous pouvez faire un crédit lombard sans banque aujourd'hui. Vous avez du fonds monétaire BlackRock tokenisé que vous pouvez mettre en collatéral pour emprunter du dollar. En l'espace de à peu près 20 secondes, de façon 100% autonome. Donc, on voit un petit peu les bénéfices que peuvent apporter cette technologie à l'industrie financière. Et donc ça, on en est encore aux prémices, hein. Mais voilà, nous, chez Legity, on travaille beaucoup là-dessus. On travaille sur voilà, pour les questions d'adoption, de démocratisation de l'investissement et autres. Ça crée énormément d'opportunités. Donc là, on a eu, voilà, BlackRock, c'est pas quand même une petite société financière. Voilà, c'est la plus grosse au monde. Quand ils se mettent sur ces sujets-là, on voit que voilà, l'avenir, entre guillemets, est tout tracé et c'est que juste une première brique, mais que ça va s'accélérer dans les prochaines années. Et puis, le slide d'après, pour continuer un petit peu, toujours pour parler de Trump. Donc, Trump a différentes sociétés, hein. Avant d'être président, c'est quand même un businessman, hein, parce qu'il utilise quand même son statut de président pour faire un maximum de pognon, hein. Il faut être transparent. C'est incroyable tout l'argent qu'il a fait là depuis qu'il est au pouvoir. C'est monstrueux. Notamment dans les cryptos, hein. Quand il a lancé son meme coin, en l'espace de 2 jours, personnellement ou pour sa famille, hein, il a quand même retiré 500 millions de dollars, hein, de bénéfices. Parce qu'il a vendu des cryptos qu'il a émis lui-même. Donc c'est quand même considérable. Bref. Et donc là, avec sa société Trump Media, qui est une société cotée aux États-Unis, hein, il vient d'avoir un accord, enfin il y a quelques semaines, d'un investissement de 2,5 milliards de dollars. Donc des investisseurs qui vont, via augmentation de capital, toujours investir 2,5 milliards de dollars pour justement constituer une trésorerie de Bitcoin. Et donc ça sera, je crois, la plus grosse opération d'une société cotée pour constituer une trésorerie de Bitcoin. Donc on voit, voilà, ça pousse l'adoption. Pour reparler du lien dont je parlais entre la finance traditionnelle et cette innovation qu'il y a sur la blockchain, l'un des principaux échanges au monde de Kraken et échanges crypto, ils viennent de lancer un service qui s'appelle X-Stock pour accéder à des actions américaines et des ETF. Encore une fois, sans banque. Il n'y a pas besoin de compte bancaire. Et donc, c'est ça aussi. Nous, on le voit, hein, parce qu'aujourd'hui, sur même des fonds monétaires, on parle pas mal avec des entreprises, de la trésorerie d'entreprise. Mais il y a beaucoup de trésoreries qui font que du dépôt à terme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ouvrir un compte titre pour une société, c'est la croix et la bannière avec une banque. Et en fait, les entrepreneurs, ils ont autre chose à faire. Alors que là, ils peuvent investir sur un fonds monétaire sans passer par la banque et ça prend, ils font leur KYC, entre guillemets, mais ça prend très très peu de temps. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, on voit voilà, que ça commence à se démocratiser. Donc, très prochainement, on va pouvoir trouver donc, sur la plateforme Kraken des actions américaines, Apple, Tesla, enfin voilà, des ETF. Et donc, on va pouvoir investir sur un portefeuille finalement avec du Bitcoin, avec des ETF S&P 500, avec du fonds monétaire BlackRock, mais sans banque, sans compte bancaire. Donc, c'est quand même une révolution. Voilà. Et sans monnaie fiduciaire, hein, que en stablecoin toujours. Donc voilà, donc ça s'accélère. Euh, Ensuite, on voit, et il y a beaucoup d'asset managers, hein, qui regardent ça de près parce que finalement, c'est quand même un game changer et aussi demain une opportunité pour offrir finalement ces produits d'investissement de façon beaucoup plus globale, avec un accès beaucoup plus global. Ensuite, on a toujours dans cette thématique de trésorerie Bitcoin, Abu Dhabi, hein, qui a confirmé détenir plus de 400 millions d'ETF BlackRock Bitcoin. Donc voilà, donc ça continue dans ce sens-là. C'est énorme le nombre de sociétés, de pays qui constituent des réserves de Bitcoin. Aujourd'hui, il y a une accélération qui est phénoménale. Et sur le slide d'après, enfin, j'avais pris encore quelques news de mes. Ah non, non, c'était pour faire le point. Donc, on a vraiment beaucoup de news, toujours sur l'adoption Bitcoin en termes de trésorerie, sur tout ce qui est innovation à la frontière, à la convergence entre la finance traditionnelle et les cryptos. Et donc, tout ça laisse à penser que de toute façon, ça n'est pas un épisode court terme
d'adoption, de mode, c'est quelque chose qui va être durable dans le temps et qui va au contraire s'accélérer petit à petit. Donc voilà un petit peu pour un panorama rapide et un petit peu global sur la classe d'actifs des cryptos. Voilà, bah, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, je serais ravi d'y répondre. Merci Pierre-Yves, ce point très précis. Effectivement, on apprend des choses. Christophe, je ne sais pas quelle est ta position sur puisque Pierre-Yves nous a dit que Fidelity commençait à introduire dans les plans de retraite aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le cas sur les fonds à horizon que tu proposes, notamment en France, si c'est le cas aujourd'hui, mais c'est intéressant en tout cas de voir cette évolution. Alors, Ouais, il est ils vrai ont une, que pardon, Christophe, juste pour préciser, ils ont une division qui s'appelle Fidelity Digital Assets aux États-Unis, je crois, et peut-être, voilà, tu dois connaître Christophe. Et donc, voilà, c'est via cette division-là qui font tout ça. j'irais même plus loin, en fait. Fidelity n'a qu'une approche. Enfin, je suis surpris pour l'Ethereum, pour le coup, parce que je savais qu'ils avaient du Bitcoin et on fait des ETF Bitcoin. Et en Europe, on distribue un ETP Bitcoin aussi. Donc, c'est un véhicule où on détient les Bitcoins pour ceux qui nous font confiance. On est le coffre-fort Bitcoin, en fait, pour les mettre dans l'épargne des Européens. Malheureusement, ce type de véhicule n'est pas encore distribuable en France. On travaille sur le sujet parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes de clients. Parce que la vraie problématique du Bitcoin, en fait, c'est surtout où la loger. Et aujourd'hui, c'est logé sur des comptes souvent à l'étranger. Enfin bref, c'est pas simple. Et pour le coup, si on peut l'intégrer dans l'assurance vie à travers un véhicule qui serait logé chez nous, ça rassurerait pas mal d'investisseurs. Et en effet, mettre 1, 2, 3%, comme on le fait aux États-Unis ou BlackRock, enfin, c'est pas non plus délirant. On parle de c'est des gros actifs aujourd'hui. On n'est plus sur quelque chose de mineur. Le maître mot, c'est la diversification, comme toujours, hein. Je crois que c'est ce qu'on Exactement. répète toutes les fois. Écoutez, Alors, je crois moi, j'ai juste une oui, petite question, si pardon. ça pas juste 10 secondes pour Pierre-Yves. Tu parlais au début de ta présentation le Bitcoin qui prenait les caractéristiques Oui. de l'or. Or, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu l'ancrage initial et qu'aujourd'hui, plus les jours passent et plus je vois visiblement, a priori, le Bitcoin et autres, finalement prendre les caractéristiques du marché et réagir aux mêmes ingrédients de peur, de volatilité que le marché et qui finalement Des ne sont corrèles plus. plus les ingrédients de prime abord, en fait. Alors, Est-ce que c'est un problème? Comment tu vois ça? Alors, tu as tout à fait raison. Il y a une corrélation qui s'est accélérée depuis 1 an et demi entre notamment les marchés Nasdaq hein, et le Bitcoin pour différentes raisons. Ben, on a une sorte, ben, le disait Christophe, de financiarisation avec le lancement des ETF aux États-Unis parce que finalement, ben, on a eu un lien. Et donc, ben, les investisseurs, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin, ça reste un actif volatile. C'est pas, voilà, on ne parle pas fonds monétaire, c'est un actif volatile. Et donc, quand il y a des mouvements de marché, ben, il y a cette corrélation-là. En revanche, quand je dis les caractéristiques de l'or, c'est des caractéristiques sous-jacentes. C'est-à-dire en termes, c'est une quantité finie. Il y a 21 millions de bitcoins, il n'y aura pas un de plus. Et même aujourd'hui, si par exemple vous voulez acheter tous les bitcoins possibles en circulation, tous, vous ne pouvez pas acheter, il n'y a même pas 2 millions de bitcoins accessibles. Donc on voit cet effet rareté. Et cet effet rareté s'accélère à travers le temps, puisque l'émission monétaire Bitcoin, finalement, elle est programmée. Et pour se rappeler, Bitcoin a été lancé post-crise des subprimes, post-crise de 2007-2008, où on a eu le lancement des quantitative easing ou d'impression monétaire en fait sans limite au final. Et donc c'était un peu pour prendre le contre-pied de ce système financier qui ben, crée de la monnaie de nulle part. Et donc, cette émission monétaire programmée, tous les 4 ans, elle est divisée par deux. Donc, au début, on avait 50. Et donc, cette émission monétaire, elle s'orchestre avec ce qu'on appelle les mineurs de Bitcoin. Donc, les mineurs, c'est ceux qui font tourner des outils, enfin des ordinateurs, pour sécuriser le réseau et valider des transactions sur le registre Bitcoin. Et donc, eux sont récompensés pour mettre à disposition ben, finalement de la puissance informatique. Et donc, eux, ils payent de l'électricité hein, pour ça. Et bien, ils sont récompensés en Bitcoin quand eux, ils participent à sécuriser le réseau. Et donc, cette récompense, elle est divisée par deux tous les 4 ans. Et donc, ce qui en fait finalement une accélération de la rareté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on a une adoption croissante d'un côté et une réduction drastique de l'émission de l'autre, eh ben, on a un effet prix en fait qui est mécanique. Et c'est ce qui se passe en fait depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on voit, malgré la volatilité, bien évidemment, qui tend à se réduire à travers le temps, hein, parce que plus la capitalisation grossit du Bitcoin, plus la volatilité baisse. Hein.
Mais on voit finalement qu'on a une tendance en fait haussière. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça en fait un actif de très bon en termes de diversification, en termes de performance sur les 5 à 10 ans. Voilà, c'est comme tous les actifs en fait. Il ne faut pas penser qu'on va devenir millionnaire en investissant 1000 ou 10 000 euros sur le Bitcoin. Ça n'existe pas, ni sur les cryptos, ça n'existe nulle part. Hein. Je ne connais aucun actif, sinon je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est un petit peu, les médias, ils ont un peu déformé tout ça, parce qu'il faut le voir comme un actif, tout simplement. Mais je pense que, si je peux me permettre un complément, la financiarisation en fait, du Bitcoin, comme on l'a évoqué à travers les ETF ou les ETP ou tout ce qui est euh, distribution plus massive, en fait, qui devient moins discrétionnaire ou moins élitiste, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes demandent à avoir du Bitcoin, mais finalement, ma génération ou la génération d'après, c'est un monde, un monde parallèle. Là, d'un coup, tu donnes accès à tout le monde au Bitcoin à travers des gros acteurs comme Fidelity ou BlackRock. Forcément, ça crée des encours et forcément, ça crée aussi euh, une volatilité liée au marché qui n'était pas du tout initiale, en fait. Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent trader très vite des gros volumes de crypto à travers des ETF ou à travers des bitcoins. Donc, en effet, ce que dit Johan a raison, c'est que c'est plus corrélé, en tout cas à court terme, au marché financier, mais qu'à terme, ce que tu évoques là concernant l'or, je pense que c'est une réalité, ouais. Voilà. Merci, Donc, messieurs. Je suis désolé, je dois maîtriser le temps. Il y a bien une sûr, bien sûr. question du public. Si Pierre-Yves, tu peux y répondre en 3 secondes, mais je crois qu'on a à peu près tous la réponse à quelque chose près. La question est, quels sont les 2 ou 3 stablecoins les plus solides? Alors aujourd'hui, les stablecoins, au niveau européen, parce que nous on est en Europe, il y a un cadre qui est très clair avec MiCA, hein, qui encadre les émetteurs de stablecoins. Donc c'est la société Circle, qui est une société américaine, qui émet le USDC et l'euro C. Donc ça, c'est très solide, c'est régulé. Ils ont une licence d'établissement de monnaie électronique en Europe. Et d'ailleurs, Circle va faire son entrée en bourse aux États-Unis dans pas très longtemps. Voilà. Après, au niveau international, le stablecoin le plus important en termes de montant, c'est l'USDT, qui est émis par la société Tether. Alors, il n'est pas, il est pas régulé en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. En fait, c'est le plus important. Et ce qui est marrant, c'est que, et ce qu'ont compris les États-Unis, ce qu'a pas compris l'Europe d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ces émetteurs de stablecoin, ils contribuent au financement de la dette américaine. Aujourd'hui, la société Tether, c'est le 10e ou 11e détenteurs de dette américaine, à travers tous les pays confondus, hein, tout le monde sur la planète. Ils ont, je crois, 200 milliards, quasiment 200 milliards de dettes américaines, de Tibit. Donc voilà, c'est surtout USDT et en Europe USDC et EURC que vous allez trouver. Ok, merci beaucoup Pierre-Yves. Je dois conclure, donc je vais remercier toutes les personnes qui ont assisté et qui nous ont fait le plaisir de leur présence. Donc il y avait plus de 60 personnes qui participaient à ce webinaire. Je remercie bien entendu Émilie pour la technique, Maaka et Force Patrimoine bien entendu pour l'organisation. Bien entendu mes camarades de ce matin, donc Pierre-Yves pour commencer. Yufeng, bien entendu, Johan et Christophe, avec qui on a beaucoup de plaisir à échanger régulièrement. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera le 3 juillet à 10 heures. Et je vous dis encore merci et bonne journée à tous. Merci Claude, À merci Merci à tout le bientôt. monde. beaucoup, très belle journée. Au revoir. Au revoir.